INA Podcast. Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel. Avec Pierre Santini dans le rôle d'Edmond Dantès. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Aujourd'hui, 12e épisode, Simbad le marin. Monsieur, vous avez dû beaucoup souffrir. À quoi voyez-vous cela? À tout. À votre voix, à votre regard, à votre pâleur. Et à la vie même que vous menez. Moi? Mais je mène la vie la plus heureuse que je connaisse, une véritable vie de pacha. D'ailleurs, voyez mon accoutrement oriental. Je suis le roi de la création. Ah, jeune homme, si vous aviez goûté de ma vie, vous n'en voudriez plus d'autres et vous ne rentreriez plus jamais dans le monde, à moins que vous n'eussiez quelques grands projets à y accomplir. Une vengeance, par exemple. Et pourquoi une vengeance? Et parce que vous avez tout l'air d'un homme qui, persécuté par la société, a un compte terrible à régler avec elle. Vous n'y êtes pas. Tel que vous me voyez, je suis une espèce de philanthrope. Et peut-être irai-je un jour à Paris pour faire le bien. Comptez-vous faire bientôt ce voyage? Je ne sais pas encore. Je voudrais y être à l'époque où vous y viendrez. Je tâcherai de vous rendre l'hospitalité que vous me donnez si largement à Monte Cristo. J'accepterai votre offre avec un grand plaisir, mais malheureusement, si j'y vais, ce sera peut-être incognito. Bien, et maintenant, pour que votre nuit ressemble au rêve que vous me dites vivre chez moi, je vous invite, avant de vous coucher, à goûter ceci. Oh, on dirait une sorte de confiture verte. Ce n'est ni plus ni moins que l'ambroisie qu'Hébé servait à la table de Jupiter. Buvez, buvez. Le lendemain matin. Mais où suis-je? Mais comment se fait-il que je sois ici? Sur la grève? Votre Excellence dormait encore lorsqu'un nègre muet, il y a 1 heure environ,
vous portant dans ses bras comme un enfant, vous a amené à notre campement. Oh mon Dieu. Oh, de quel monde étrange et merveilleux je reviens. Simbad le marin existe-t-il vraiment? Il nous a chargé de tous ses compliments pour votre Excellence et nous a dit de lui exprimer le regret qu'il a de ne pouvoir prendre congé d'elle. Il espère que vous l'excuserez quand vous saurez qu'une affaire pressante l'appelle à Malaga. Ça... Ah, mon cher Gaetano, tout était donc vrai. Il existe un homme qui m'a reçu dans cette île, qui m'y a donné une hospitalité royale et qui est parti pendant mon sommeil. Il existe si bien que voilà son yacht qui s'éloigne toute voile dehors. Si vous voulez prendre cette lorgnette, vous le reconnaîtrez selon toute probabilité au milieu de son équipage. Oh, mais c'est vrai! Tenez, entendez-vous? Le voilà qui vous dit adieu. « 21 février 1838, à Rome, chez Maître Pastrini. » Et tandis que je regardais disparaître à l'horizon le yacht de ce mystérieux inconnu, j'en étais à me demander si je n'étais pas encore sous l'empire enivrant du hashish. Avais-je rêvé? Gaetano, près de moi, m'assurait du contraire. Et vous ne savez rien de plus sur ce Simbad le marin? Rien. Si ce n'est que vous serez vous-même fasciné, mon cher Albert, par ce prince sorti tout droit d'un conte des 1001 nuits. Car je dois ajouter ceci. J'aurai certainement l'occasion de vous le présenter à Paris. Vous me faites brûler d'impatience. Et pour vous, comment cela s'est-il passé? J'ai vu Naples et je veux vivre, plus que jamais. Je dois dire que Maître Pastrini, depuis 2 jours, me confirme dans cette volonté. Votre nom fut pour moi le sésame de l'hôtel de Londres. Voici justement notre hôte. Monsieur le baron a-t-il fait bon voyage? Excellent, Maître Pastrini. Comme vous le savez, je n'ai pu vous réserver que 2 petites chambres et un cabinet, mais elles donnent sur la rue. Et le reste de l'étage? Qu'en avez-vous donc fait? Je l'ai loué à un personnage fort riche que l'on dit sicilien ou maltaise. Personne ne sait juste à laquelle de ces 2 nations appartient ces voyageurs. Bien, tant pis. Il nous faudrait tout de suite un souper quelconque et surtout une calèche pour demain et les jours suivants. Pour ce qui est du souper, vous allez être servi à l'instant même. Et quant à la calèche... Comment quant à la calèche? Mais un instant, Maître Pastrini, ne plaisantons pas. Il nous faut une calèche. Monsieur, on fera tout ce qu'on pourra pour vous en avoir une. Voilà tout ce que je peux vous dire. Au moins, nous pourrons avoir une fenêtre donnant sur la rue du Cours. Sur la rue du Cours? Ben oui. Bien oui, mais impossible. Il en restait une au 5e étage du Palais Doria. Elle a été louée à un prince russe pour 20 sequins par jour. Maître Pastrini. Mon cher Albert, savez-vous ce qu'il y a de mieux à faire? C'est de nous en aller passer le carnaval à Venise. Au moins là, si nous ne trouvons pas de voiture, nous trouverons des gondoles. Ma foi, non. J'ai décidé que je verrai le carnaval à Rome et je l'y verrai, fût-ce sur des échasses. Excellente idée pour éteindre les lanternes. Bien, pour l'heure, soupons. Et attendons demain. Signori, c'est votre affaire. Une calèche et des chevaux. Très bien, Maître Pastrini. Jamais nous n'avions douté de votre obligeance. Seulement, il vous en coûtera 6 piastres par jour. Oh. Et cet équipage ne sera à votre disposition que jusqu'à samedi soir. À partir de dimanche, plus une seule calèche ne sera disponible dans Rome. Eh bien, soit. Il se peut que la Providence nous aide. Et puis-je me permettre de faire une remarque à vos excellences? Nous vous écoutons.
Vous voulez la Calèche pour midi? Parfaitement. Et vous avez, je crois, l'intention de visiter le Colisée? Oui, en effet. Votre intention était aussi de sortir par la porte del Popolo, hein, de faire les tours des murs et de rentrer par la porte San Giovanni. C'est tout à fait exact. Eh bien, cet itinéraire est impossible. Impossible? Enfin, ou du moins, fort dangereux. Mais pourquoi dangereux? À cause du fameux Luigi Vampa. Qu'est-ce donc que le fameux Luigi Vampa? Comment? Vous ne le connaissez pas? Je n'ai pas cet honneur. Vous n'avez jamais entendu prononcer son nom? Jamais. Eh bien, c'est un bandit auprès duquel les Deseraris et les Gasparone sont des espèces d'enfants de cœur. Un bandit comme nous n'avons pas vu depuis le fameux Mastrilla. Et quel rapport a ce bandit avec notre intention de sortir par la porte del Popolo et de rentrer par la porte San Giovanni? Il y a que vous pourrez bien sortir par l'une, mais je doute que vous rentriez par l'autre. Pourquoi cela? Pourquoi? Mais parce que la nuit venue, on n'est plus en sûreté à 50 pas des portes. Non, croyez-moi, Cirenze, non, prenez notre itinéraire. Il n'en est pas question. Savez-vous, maître Pastrini, que vous venez d'éveiller singulièrement ma curiosité et que je brûle de rencontrer votre fameux Vampa. Qu'en pensez-vous, mon cher Franz? Je vis en Italie. Vous y êtes en quelque sorte mon invité. Je ferai ce que vous voudrez, mais vous ne m'empêcherez pas de penser que notre hôte est de bon conseil. Ah, perbacco, voilà ce qui s'appelle parler. Bon, remplissez nos verres, maître Pastrini. Votre Lacrima Christi agrémentera, j'en suis sûr, ce que vous allez nous dire maintenant. Que voulez-vous que je vous dise? Tout ce que vous savez sur ce terrible bandit. Et j'ai connu ce Luigi, tout enfant. Il avait un caractère étrange. C'était un simple petit pâtre attaché à l'affaire du comte de San Felice, situé entre Palestine et le lac de Gabri. Très tôt, il sut lire et écrire. Très tôt également, il fut amoureux. Parions qu'il se fit bandit par amour. C'est un peu vrai, Excellence. Elle s'appelait Teresa. Elle avait 7 ans, il en avait 8. Elle conduisait ses brebis dans les montagnes, pas bien loin des troupeaux que gardait Luigi. Ils finirent par se rencontrer, ils parlaient, riaient, jouaient ensemble en se promettant de se retrouver le lendemain. Ils se vouaient une éternelle amitié. Et continuant à grandir, à passer toutes leurs journées ensemble et se livrant sans combat aux instincts de leur nature primitive, l'amitié devint l'amour. Mais c'est une églogue que vous nous contez là, maître Pastrini. Attendez la suite, Excellence. Ouais, cela devint de l'amour. Ils avaient alors 17 ans et 16, mais jamais ils ne s'étaient dit qu'ils s'aimaient. Un jour, un redoutable bandit nommé Cucumetto, traqué par les carabinieri, n'est dû son salut qu'à la discrétion de Luigi, qu'il avait caché dans une grotte. Vous n'ignorez pas qu'il y a toujours une sorte de complicité mystérieuse entre les bergers accoutumés à la solitude des sommets et les brigands des grandes semaines. Aussi, Luigi crut s'être fait un ami de ce Cucumetto. Et il s'était trompé. Attendez. Et je dois vous dire que, pour récompenser Luigi, Cucumetto lui avait tendu une bourse pleine de pièces d'or dérobées à quelques riches fermiers de Palestine. Bourse que Luigi avait refusée avec fierté, mais qui avait fait briller d'envie les yeux de Teresa. Pastourelle, mais néanmoins femme. Cet éclat dans les yeux de Teresa n'avait pas échappé à Cucumetto, ni à Luigi. Lorsqu'ils furent seuls, Luigi à Teresa, que veux-tu qui te ferait plaisir? Sans hésiter, la jeune fille répondit, la robe chatoyante et les bijoux que portait Carmela, la fille du comte de San Felice, au cours du dernier bal masqué que son père a offert aux villageois. Tu les auras, dit gravement Luigi. Et comment s'y est-il pris? Le soir même, le château de San Felice brûlait, et Carmela
fut sauvé des flammes par un jeune paysan qu'elle n'eut pas le temps de reconnaître et qui disparut avant que le comte ait pu le récompenser. Disparurent aussi la robe d'apparat de Carmela et tous ses bijoux, si bien que le lendemain, un voyageur, passant par les chemins perdus entre Palestrina et le lac de Gabri, il put se croire revenu au temps de Florian, en apercevant tout à coup un berger gardant ses brebis vêtues d'une robe de casimir et couverte de bijoux. Et aucun voyageur n'éprouva l'envie d'aller conter fleurette à cette bergère de conte de fées? Aucun. Bah, Cucumetto, lui, essaya d'enlever la belle, un jour qu'il la croyait seule. Ah, elle ne l'était donc pas? Non. Cassé derrière un rocher, Luigi Vampa épaula son fusil, visa sans nervosité et plaça sa balle entre les deux yeux du bandit. Bigre, quel sang-froid! Luigi comprit ce jour-là que s'il voulait conserver Teresa pour lui seul, il ne lui était plus possible de rester un simple berger. Alors, il jeta le cadavre de Cucumetto sur son épaule, prit Teresa par la main et s'enfonça dans les hauts sentiers ravinés de la montagne jusqu'au repère où s'est cassée la bande de Cucumetto. Il jeta aux pieds des brigands rassemblés la dépouille de leur chef et dit: j'ai tué Cucumetto, j'ai mis le feu au château de San Felice pour donner une robe à ma fiancée et je veux être votre chef. Et qu'arriva-t-il? Une heure après, Luigi Vampa était élu capitaine de la bande et il devint ce qu'il est aujourd'hui. Justement, c'est bien cela qui m'étonne le plus. À vous croire, maître Pastrini, tout le monde connaît l'existence de Luigi Vampa et sa réputation. On le sait aux portes de Rome et, chose incroyable, il demeure insaisissable. Comment expliquez-vous cela? On ne l'explique pas, monsieur le vicomte. On le constate. Et on l'admet. Et il faut donc que ce Vampa bénéficie de certaines protections. Je ne crois pas, non. Bien que... Bien que... Bah, s'il fallait en croire la rumeur publique... Voyons, admirable Pastrini, que dit-elle, cette rumeur publique? Et que Luigi Vampa se serait fait un ami d'un seigneur riche, puissant et mystérieux. Et c'est là pour des raisons que personne ne connaît bien. Et comment s'appelle ce personnage? Son vrai nom, la rumeur publique l'ignore. On dit qu'il s'est fait appeler Simbad le marin. Eccellenze, voici votre calèche. Eh bien, Albert, êtes-vous toujours disposé à aller au Colisée par les boulevards extérieurs? Parfaitement, puisque la route est plus pittoresque. Alors, dans ce cas, installons-nous. Et en route pour le Colisée. Par la porte del Popolo, Excellence, ou par les rues? Mais par les rues, morbleu, par les rues. Mon cher Franz, en vérité, je vous croyais plus brave que ça. Arrivederci, signori. Au revoir. Cigare? Ah, volontiers. Au vrai, que pensez-vous du citoyen Luigi Vampa? Je dis que c'est un mythe et qu'il n'a jamais existé. Ah, je ne suis pas de votre avis. Ainsi, vous ne seriez pas surpris que Vampa exerçât en ce moment sa profession aux portes de Rome? Pas du tout.
Et j'ajoute que je connais sa manière de procéder avec les voyageurs. Vous finirez par me persuader que vous avez quelque accointance avec ce chef de bande. Pas encore. Mais en n'écoutant pas les conseils de Maître Pastrini, il est possible que l'occasion nous soit donnée... Allons, mon cher Franz, si cela devait nous arriver, dites-moi, puisque vous me semblez si bien renseigné, comment il se conduirait avec nous? Il nous donnerait un délai de 8 heures, de 12 heures ou d'un jour pour payer notre rançon. Ce temps écoulé, il nous accorderait 1 heure de grâce. À la 60e minute de cette heure, si nous n'avions pas d'argent, il nous ferait sauter la cervelle d'un coup de pistolet, ou il nous planterait son poignard dans le cœur. Et tout serait dit. Réjouissante perspective. Me soutiendrez-vous aussi que Simbad le marin est un mythe? À moi qui ai soupé avec lui, qui lui ai parlé. Vous savez bien que je prends pour parole d'évangile tout ce que vous me dites, vous. Mais reconnaissez, mon cher baron, que lorsque vous vous êtes retrouvé près du patron de la tartane, sur les rochers de Monte Cristo, après avoir avalé du hashish, vous vous êtes demandé si vous ne sortiez pas d'un rêve. C'est exact. Mais que de coïncidences étranges ont jalonné les journées que je viens de vivre. Expliquez-vous. Je veux parler de ces excellentes relations qui existent entre Gaetano et ses matelots d'une part et les contrebandiers de l'île de Monte Cristo d'autre part. Et aussi de l'extrême bienveillance avec laquelle ces contrebandiers sont traités par Simbad le marin. Et s'il faut en croire Pastrini, je le crois, cette sorte de protection dont bénéficierait Vampa et sa bande de la part du même Simbad. Tout ceci ne vous donne pas à réfléchir ? Oh, regardez. Voici le spectre sombre et gigantesque du Colisée. Cocher, arrêtez-nous devant la Mesa Soudance. Nous ferons le reste du chemin à pied. Ah, vicomte, vous êtes une heureuse nature. Un peu plus haut, nous trouverons des guides qui nous expliqueront le site en détail. Albert, ne m'en veuillez pas, mais j'ai déjà fait 10 fois cette promenade et voici déjà plusieurs heures que nous marchons. Je n'en peux plus. Et il nous reste encore à visiter la fosse aux lions, la loge des gladiateurs et le podium des Césars. C'est ça. Alors je vous abandonne à vos guides. Je vais vous attendre au pied de cette colonne en regardant le soleil se coucher. Oh, à ce propos, n'oubliez pas que nous sommes en février, qu'il se couche tôt le soleil. Le jour baisse déjà. Ne vous laissez pas surprendre par la nuit. Ni par Vampa. Qu'est-ce que c'est? Tiens, un homme. On dirait qu'il attend. Qui? Ou quoi? Tant pis si je suis indiscret, mais il est un peu tard pour lui révéler ma présence. Alors, autant regarder et écouter. Oh, voici celui qu'on attend. Excusez-moi, Excellence, je vous ai fait attendre. Non, c'est moi qui étais en avance. Cette voix... M'apportez-vous les renseignements que je vous ai demandés? Oui, je reviens du château Saint-Ange. Je vous écoute. Simbad le marin. C'était Le Comte de Monte Cristo,
d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Duprier et Serge Martel. Aujourd'hui, 12e épisode, Simbad le marin. Avec Edmond Dantès, alias Simbad le marin, Pierre Santini. Franz d'Épinay, Jean-Pierre Leroux. Albert de Morcerf, Richard Leduc. Vampa, Maurice Sarfati. Maître Pastrini, Albert Médina. Gaetano, Didier Conti. L'annonceur, Bernard Lavalette. Bruitage, Louis Amiel. Chef opérateur du son, Marcel Grenier. Collaboration technique, Bernard Delfieux. Régisseur de production, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierme.